Donc, bienvenue à cette seconde partie du discours. Et, est-ce qu'il y a une ou deux questions qui peuvent donner des directions peut-être à ce qui va se dire là? Oui. Moi, j'avais une question que je ne voulais pas poser ce matin, au cas où tu l'as abordé cet après-midi, qui était du coup le lien avec l'empathie ou la compassion telle qu'on peut la comprendre en tant que on va dire, synonyme de l'empathie, euh, avec cette direction de la bienveillance. Enfin, Mm. en fait, ça m'a surprise qu'une méditation de compassion, ce soit de souhaiter du bien, parce que c'était pas la façon que j'avais de comprendre le mot peut-être. Et du coup, comme ce matin tu parlais d'empathie aussi, comment est-ce que ça se relie et où est-ce que ça peut se rejoindre ou pas Mm. C'était quoi ton idée en fait d'une méditation de compassion? Bah, effectivement, c'était plutôt, enfin j'avais pris le mot Mm. tel quel, et d'ailleurs, enfin empathie, du coup je cherchais l'étymologie tout à l'heure, de empathos qui est assez proche aussi de être dans la passion avec l'autre, enfin dans la Mhm. souffrance avec l'autre. Mhm. Et donc je pensais que c'était quelque part se rattacher à l'autre par sa souffrance, parce qu'on pouvait imaginer de sa souffrance, et du coup que ça allait dans la direction de euh, être connecté par notre humanité partagée. Mhm. Un peu ce que tu disais la Mhm. dernière fois sur imaginer que si mon voisin me dit pas bonjour, c'est peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose avec sa femme, ou Mhm. parce qu'il est dans ses pensées, ou parce que je sais pas quoi. Mhm. Et du coup, d'aller dans cette direction de l'humanité partagée Voilà. en chacun d'entre nous, qui permettait plein de choses, de voir l'autre en moi et moi en Mhm. l'autre, Mhm. éventuellement même avoir de la gratitude pour ce que moi j'ai du coup, Mhm. là où j'imagine qu'il y a des souffrances ailleurs. Mais qui se relie par la souffrance, et alors que si on essaye de plus avoir de souffrance et qu'au contraire on souhaite que du bonheur, c'est plus le même lien, et en même temps c'est Mhm. peut-être pas un lien aussi émotionnel non plus, enfin voilà, Mhm. c'est tout ça Ouais, qui ouais, se... ouais, ouais. Ok, on peut démarrer par là. Moi, je ne sais pas si tu vas parler du lien de la compassion avec le pardon, parce que pendant la méditation, il m'est revenu des conflits que j'avais eu dans ma vie avec des gens, que j'avais complètement oublié d'ailleurs, Mhm. qui sont revenus, et je me suis dit, dans mon attitude, souvent, c'est de laisser courir, et puis après j'oublie. Puis je ne me rappelle même plus que j'ai confié de ces gens, donc les revoir, ça les étonne même. Mhm. Et en fait, je me dis, j'ai eu l'impression que c'était pas l'attitude juste. En fait, que quelque part, quand pour soi-même on voit qu'on peut résoudre des conflits, Mhm. je dirais pas qu'il faut qu'il y ait le pardon, parce que pardon, ça me donne l'impression qu'il n'y en a qu'un qui est en cause. Alors je dirais plutôt la réconciliation, parce que Mhm. s'il y a un conflit, on est deux dans l'histoire, Mhm. tu vois. Et je me disais qu'en fait, l'attitude juste, c'est quand même d'aller jusque là. Mhm. Des paroles. Voilà, peut-être. Ouais, Quand ça m'est venu, c'était ouais, le sujet de la méditation. ok. On peut déjà démarrer avec ça et puis on verra s'il y a d'autres choses. Et donc, euh, oui, donc compassion, souffrir avec, euh, et ben c'est donc ça, donc souffrir avec, c'est le terme compassion, mais en fait pour souffrir avec, c'est effectivement, et là c'est là que je disais, les termes ils sont utilisés d'une façon assez souple les uns les autres, même si on regarde différents dictionnaires, en fait on a des définitions qui se croisent et parfois ils sont mis comme empathie et compassion par exemple, on peut les voir en synonyme dans les... Mais moi dans la manière dont je les comprends, c'est que l'empathie juste l'empathie, en fait, va vraiment permettre de se mettre dans les chaussures de l'autre. Et du coup, vivre vraiment. Il y a eu beaucoup de recherches en fait sur l'empathie qui sont super intéressantes, c'est super bien fait. J'adore la manière dont parfois les scientifiques créent une manière de trouver d'aller chercher des informations.
Il y a eu des recherches assez complexes qui ont été faites pour montrer que on a tous des capacités empathiques différentes. Et c'est cette manière vraiment de rentrer en résonance avec l'expérience de l'autre, ou non. Hein, le manque d'empathie, c'est de ne pas rentrer en résonance avec l'expérience de l'autre. Donc ça, c'est vraiment souffrir avec. Maintenant, dans le chemin du Bouddha, il y a la souffrance et puis il y a la cessation. Et la cessation de la souffrance, elle vient par la compréhension juste. Et le chemin proposé par le Bouddha, il est de reconnaître sa propre souffrance, et du coup reconnaître grâce à l'empathie la souffrance dans les autres, et puis après ça, trouver le chemin pour sortir de là. Donc, dans ce sens-là, ça demande plus que la capacité empathique. Ça demande aussi la connaissance de comment sortir de là, comment sortir de cette souffrance. Et heureusement, je pense, parce que sinon, si on avait trop d'empathie, on a déjà toute la nôtre à gérer de souffrance ou de difficultés, et puis de vraiment ressentir celle des autres qui nous entourent. Si on n'avait pas une manière d'avoir un processus vis-à-vis de cette souffrance, on ne pourrait pas en prendre trop. Et du coup, de là vient la bienveillance, cette manière en fait de souhaiter la cessation de la souffrance, qui est, si tu t'en rappelles aussi, ce qui avait initié le chemin spirituel du Bouddha. Vraiment cette envie de mettre une fin à la souffrance. C'est vraiment comme ça qu'a commencé c'est comme ça qu'on décrit en fait son chemin. Il a reconnu la souffrance et puis il s'est dit il y a une solution, je vais la trouver. Et du coup il est parti et il a cherché une solution à la souffrance. De voir s'il y avait moyen d'y mettre fin. Et donc c'est le vœu qu'on fait pour soi et c'est le vœu qu'on fait pour les autres. Et ce vœu, d'une certaine manière, est déjà une manière de mettre fin à la souffrance. C'est intéressant. C'est le fait de le vouloir, le fait de le souhaiter, éveille déjà les qualités du cœur et met déjà l'esprit dans une certaine direction qui quelque part, justement, donne de l'espace. Déjà fait ressentir la souffrance comme n'étant plus la totalité de notre expérience, mais elle devient comme ces émotions dont on parlait tout à l'heure, où elle est déjà dans un espace qui est un peu plus vaste que s'il y avait juste la souffrance. Et donc c'est vraiment un mix entre ces deux, empathie et bienveillance, qui va faire cette pratique. J'avais lu aussi, non, j'ai entendu dire, je ne l'ai pas lu, mais que, par exemple, il y a parce qu'à un moment, je pensais que l'empathie et la bienveillance, c'était la même chose. Mais j'entendais dire que, par exemple, il y a des tueurs en série qui sont vachement empathiques, en fait. Et du coup, ils ressentent très fort la peur, par exemple, qu'ils inspirent. Mais c'est ça qu'ils aiment. Et du coup, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout la notion dans ce sens-là de compassion, parce qu'il n'y a pas la bienveillance qui va avec. Il manque cette donnée-là. C'est vraiment les deux qui vont faire cette proposition. Donc le mot, il ne faut pas trop s'attacher au mot, mais essayer de comprendre vraiment ce qu'on fait, parce qu'effectivement, les mots, ils sont d'un à l'autre, ils sont un peu... les délimitations sont très floues. Donc le pardon, quelle est la place du pardon? Donc là, ça en vient avec les endroits où il y a des difficultés. Ça peut être avec des gens avec qui on a des difficultés ou avec nous-mêmes. Aussi où il y a beaucoup de choses dont on a du ressentiment vis-à-vis de nous-mêmes, conscient ou inconscient, et du coup on a du mal à passer à autre chose. En général, on dit que le pardon, c'est faire table rase pour pouvoir aller de l'avant. Alors, visiblement, toi, ce que tu décris, c'est que table rase ça se faisait tout seul, parce que tu oubliais. Ça, c'est plus facile s'il y a une distance qui s'est créée, et puis tu revois les gens peut-être après des années, et du coup, tu es passé à autre chose. Mais effectivement, dans le moment où il y a une situation, quelqu'un nous a, par exemple, agressé, on s'est senti agressé par quelqu'un, pour pouvoir pratiquer la bienveillance, il y a automatiquement besoin déjà d'une notion de pardon qui va être en lien avec la compréhension de comment la souffrance est générée et de comment cette personne
pourquoi cette personne a généré de la souffrance. On en revient à cet endroit-là. Et un exemple, j'ai déjà eu ce genre de situation où ça peut être même, par exemple, quelqu'un dans un groupe où il y a quelque chose qui vraiment, je me sens directement dans la manière dont la personne va s'adresser à moi ou dans ce qui va se passer. Je sens qu'il y a quelque chose qui rejette, je sens que je m'écarte, voire quelque chose directement qui me met un peu mal à l'aise, qui me blesse. Tout ça, c'est souffrance en fait. Déjà, hein. Déjà, il y a et du coup quelque chose qui m'écarte de cette personne. Il peut y avoir du jugement qui démarre et ce genre de choses. Et puis, ça m'est déjà arrivé après un certain temps qu'en fait j'apprenne l'histoire de cette personne et que du coup l'histoire explique la manière dont elle est. Et de fait, d'apprendre ce qui s'est passé pour cette personne, c'est plus pareil pour moi. Du coup, c'est plus facile de nouveau de m'approcher. C'est même une envie quelque part de m'approcher, qui n'était pas du tout là. Et je pense que là, ce qu'on essaye de faire avec ce genre de méditation, c'est de ne plus avoir chaque fois besoin de connaître la totalité de l'histoire pour pouvoir s'approcher, parce qu'on a compris que quand il y a ça, ça veut dire implicitement qu'il y a une histoire, il y a une raison à la violence. Là, il y a toujours une raison à la violence. Ça, c'est le processus de base. Et donc, le pardon, aussi, va venir du même genre de compréhension. De la compréhension que si cette personne m'a blessé, alors là, il y a aussi une finesse, c'est très compliqué, mais là, c'est vraiment de la psychologie. Mais il y a une finesse, parce que parfois, on peut avoir été blessé, mais c'est nous qui avons une blessure. Et du coup, on va vouloir pardonner la personne, mais en fait, c'est notre blessure. Et peut-être la personne, elle a juste donné l'heure exacte, elle a juste dit exactement ce qui se passait pour elle, et ça nous a blessés. Alors là, si on commence à la pardonner de nous avoir blessés, ça devient un peu confus. Donc là, il y a à distinguer. On a beaucoup à distinguer, en fait. On ne va pas arriver à quelque chose de clair d'ici 5 heures. Je veux dire, là, on a un processus à vie. On a un processus à vie de raffinement de notre compréhension et probablement qu'on n'arrivera jamais à une règle générale, mais que chaque situation va nous demander d'utiliser notre intelligence et de ressentir à chaque fois. Mais on a quand même des guides. Un des guides, par exemple, c'est celui dont je parle maintenant, c'est celui de comprendre que quand une personne exprime de la violence, c'est qu'il y a de la souffrance à l'intérieur. Et là, pour le moment, j'ai un assez bon exemple que je vis, parce que notre fils, depuis quelques semaines, il a 11 ans, il dépote là. Là, il nous met au défi. Hein. Et voilà, il est très confrontant, parfois irrespectueux, insultant. Il vient vraiment chercher, il réagit tout de suite hyper réactif, et c'est très compliqué. Et du coup, il y a des moments où moi, ça me fait monter dans des colères, c'est parce que c'est injuste, c'est profondément injuste, il est profondément injuste souvent, et surtout pour le moment. Et du coup, là, voilà, si on reprend la grille de décodage du Bouddha, le premier truc, c'est souffrance, pour moi. Là, souffrance. Et du coup, la première réponse va être, dans une situation, au moment où il m'agresse, ça va être, la cause de ma souffrance, c'est lui. Alors, mais si je vais chercher plus loin, il y a différentes pistes. Je peux chercher en moi et voir qu'en fait, c'est peut-être mon incapacité à accueillir ça et ma manière d'être réactif, par exemple. Je peux chercher une autre piste, c'est si je vois sa violence, parce qu'il y a de la violence, je me dis, s'il y a de la violence, il y a de la souffrance. Et alors du coup, là déjà, rien que de le voir comme ça, je suis moins remis en question par ces agressions. Je suis moins touché, blessé, pas touché, mais blessé par ces agressions. Parce que je comprends que s'il y a violence, il y a souffrance. Et déjà, là, si on reste toujours sur le fil du pardon, hein, il y a pardon avant condamnation presque, quand on comprend ça.
Il n'y a même pas l'étape de la condamnation et puis du pardon, parce que ça en revient presque à ce moment-là, quand j'ai ça, mais j'ai pas ça tout le temps, hein. J'essaye, mais c'est souvent c'est pas là. Mais quand il y a ça, il n'y a pas la blessure. La blessure ne se fait pas parce que je comprends. Ça me fait voir sa souffrance plutôt que de le considérer comme une personne qui m'agresse injustement. Je vois en fait un être en souffrance. Et du coup, là, ça me questionne et ça me permet d'avoir, au lieu d'avoir un processus de construction d'un conflit, d'avoir un processus de recherche de compréhension de ce qui se passe. Une recherche de compréhension, encore, parce que encore et toujours, c'est ce qu'on devra toujours faire, c'est une recherche de compréhension. Comprendre. Ça fait partie de la compassion, en fait, vouloir comprendre l'autre. Le respecter suffisamment pour chercher à comprendre ce qui se passe pour lui. Hein, plutôt que d'arriver directement avec une réponse émotive parce que ça a appuyé sur mes boutons. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant comme réponse, mais ça amène quand même à un endroit où ça pose encore une autre question. C'est maintenant, je vois ça comme ça, je vois qu'il y a s'il y a de la violence pour le moment dans ses propos, dans ses manières d'être et tout ça, c'est qu'il y a de la souffrance. Et du coup, sa violence ne me touche plus de la même manière, mais qu'est-ce que je fais ? Parce que je pourrais aussi laisser passer. Parce que je comprends que c'est sa souffrance et je ne me sens pas personnellement blessé. Mais si je laisse passer, ça ne l'aide pas. Parce que peut-être, c'est là que ça devient compliqué. Est-ce qu'à partir de quel moment, est-ce que cette manière de voir va nous amener dans une inertie, dans une non-réactivité à des moments où il faudrait réagir ? Et c'est là que c'est compliqué. On peut voir ça à plein de niveaux. Et je pense que c'est presque un des dangers de la compassion. C'est de nous permettre à un moment de voir que l'autre exprime sa souffrance et du coup d'avoir de l'empathie pour l'autre, mais du coup de ne pas avoir une réponse parfois qui a besoin d'être forte. Et je sais par exemple, pour mon fils, qu'il y a des moments où si j'accepte son attitude, parce que je la comprends et parce que je souffre avec lui. Et si j'accepte son attitude, à ce moment-là, il ne va pas pouvoir apprendre que quand on a une attitude comme ça, on prend un retour très difficile de notre entourage. Il faut que moi, il voit mon retour, il voit que ça me blesse, il voit que ça me... il faut qu'il voit que ça me fait réagir. Je ne peux pas apprendre à absorber. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est là que c'est difficile, je trouve. C'est là que c'est difficile, où la compassion peut nous permettre d'être tellement tolérants qu'on tolérerait des choses qu'il ne faudrait pas tolérer. Et comment est-ce qu'on détermine là ? Et là, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. On est en plein cœur de mon questionnement, de ce que je vis, à partir de quand est-ce que je décide de monter au front et de ne pas laisser passer. C'est bon, François ? Ouais. Ouais. Souvent, on dit, juste pour rajouter un petit peu, il y a des pratiques du pardon aussi, en méditation, qui sont aussi des phrases un peu faites. On les fait parfois à la fin d'une retraite de méditation ou c'est genre si je vous ai blessé consciemment ou inconsciemment, je vous demande pardon. Tu vois ? Si vous pensez que vous m'avez blessé consciemment ou inconsciemment, je vous pardonne. Si je me suis blessé moi-même consciemment ou inconsciemment, je me pardonne. Et de manière justement à ne pas accumuler. Hein, les pratiques de pardon sont faites pour ne pas accumuler. Mais c'est vrai que dans des situations complexes, avec certaines personnes, c'est peut-être là que ça commence avant de passer à la compassion. Hein ? Mais après ça, de nouveau, soyons fins, il ne faut pas prendre des trucs trop bateaux. Ça veut dire quoi, je pardonne ? Hein, là aussi, il y a encore à réfléchir. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord du coup avec ce qui s'est passé. Voilà, il faut être fin là aussi. Il y a de l'intelligence à avoir. Wim, tu veux toujours poser ta question ou... Non, parce que je ne crois pas que c'est le but aujourd'hui
d'aller dans les conversations comme ça et d'échanger des idées ou de donner d'autres idées. Parce que Ok, après, on va ok, s'éloigner beaucoup d'accord. trop et on n'aura jamais fini avant minuit. Ouais, ok, ok. C'est quand même difficile de pardonner si de la part de l'autre, il n'y a pas une démarche de dire je regrette. C'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais je pense si on parle d'amour inconditionnel, bah, c'est au même niveau de difficulté, on va dire. Ça se trouve à ce niveau de difficulté où même si l'autre n'a pas conscience de ce qu'il a fait ou s'il n'a pas de regret de ce qu'il a fait, aussi, de nouveau, le pardon, il est aussi pour nous. Il est dans le sens où c'est nous qui nous autorisons à nous libérer en fait de cette histoire pour ne pas continuer à la ressasser. Je vais quand même, vite fait. Non, mais je trouve que c'est important parce qu'on en parle assez beaucoup, je trouve. Le pardon n'est pas grave. Hein. Le pardon, c'est dire à l'autre que moi j'étais tort, que j'avais tort. Il ne s'agit pas d'avoir raison, hein. Jamais. Parce que nous, on n'a aucune importance, je trouve. Si on est en discussion, en guerre avec quelqu'un, à un moment donné, moi je peux me réaliser, en me posant en question, que moi j'étais tort en fait, que j'étais trop vite agité par des paroles que lui il dit. Des paroles, c'est que des paroles. On peut se tromper. La communication n'est pas parfaite. Donc, pardonner à quelqu'un ou demander à quelqu'un qu'il te pardonne, c'est que normal. Hein. Tout le monde peut faire des erreurs, de mon point de vue. Hein. Oui, après ça peut être très compliqué parce qu'on peut parler aussi d'histoires très très grosses. Tu vois, il peut y avoir vraiment eu, c'est pas forcément que des paroles, ça peut être des actes aussi. Donc effectivement c'est un autre thème qui peut être très très compliqué. Et vous parliez d'agression, je suis d'accord. Agression, ça ne se fait pas. Donc en fait c'est un cri de secours. On devient agressif quand il n'y a plus de communication possible, même si l'agression est une forme de communication. Mais ça veut justement dire, pour moi, l'agression, ça veut dire « Oh, je ne sais plus où aller, je suis contre le mur. » Et c'est qu'à ce moment-là, que si tu veux l'aider, il faut que tu comprends pourquoi il est contre le mur. Mais là, on peut parler aussi, par exemple, de situations, si on veut prendre des situations extrêmes, parce que j'allais en parler justement. Par exemple, quelqu'un qui a été prisonnier à Auschwitz, tu vois, et du coup, c'est pas lui qui avait coupé la communication, tu vois, il s'est retrouvé victime, et d'une situation qui est énorme. Alors il peut peut-être comprendre que les gens qui en arrivent à des horreurs pareilles, c'est parce qu'eux-mêmes ont vécu des traumatismes dans leur fonctionnement, mais l'idée de se pardonner à lui-même est plus compliquée dans ce cadre-là. C'est plus une relation à deux, et c'est plus juste des paroles. Donc voilà, c'est extrêmement, extrêmement vaste et aussi hyper délicat. Hyper délicat, et c'est chacun qui doit trouver sa compréhension et son chemin avec ça. Certainement, un endroit où il ne faut pas agir, je pense, c'est de nouveau le fait qu'on devrait pardonner. Non, c'est pas du tout de là qu'il faut venir. Mais donc continuons un petit peu sur les pratiques de compassion. Donc justement par rapport à... Ça m'était venu tout à l'heure à l'esprit. J'ai parlé de comment ces pratiques étaient considérées comme une antidote, et j'aimerais bien aller un peu plus loin avec ça. Et il y a quelques années, j'ai fait une retraite, j'en parle de temps en temps, j'ai fait une retraite à Auschwitz, justement, avec des moines zen. Et c'était bouleversant, bien sûr. Bouleversant, ouais. C'est assez étonnant en fait, même parce qu'au début, je me baladais dans le camp d'Auschwitz avec tous les chiffres, les horreurs, les trucs, et on faisait des méditations, il y avait des cérémonies, tout ça. Mais je ne ressentais pas grand-chose, et puis à un moment, ça m'a envahi. Et puis alors là, par contre, une fois que ça a envahi, ça m'a bien envahi. Et puis après cette retraite, en fait, je me trouvais
euh, dans un espace d'une immense tristesse, d'un truc un peu trop vaste pour moi, et qui me submergeait en fait. Et ça faisait quelques jours que ça durait après la retraite, et puis sans me quitter en fait, cette atmosphère-là un peu de désespoir. Et puis c'est un jour, je marchais sur une place dans une ville, et puis je regardais les gens qui passaient, et en fait, une partie de ma tristesse venait de la conscience que ça pouvait recommencer. Et du coup, et puis j'ai commencé à regarder les gens et à leur souhaiter qu'ils ne vivent pas ça, qu'ils soient en sécurité, hein, et qui prennent bien soin les uns des autres. Mais je l'ai fait pas comme si j'appliquais une technique, c'est venu tout seul, en regardant les gens. Et assez rapidement, en fait, ça a changé tout mon univers intérieur. Il y a quelque chose qui reprenait, ça recommençait à fleurir. Et là, j'ai bien compris et fait l'expérience pour moi-même de la beauté et de la puissance de cette pratique, de cette tournure, de cette approche, de cette manière de voir, de cette compréhension, de voir les choses à travers la compassion. Et ça, je pense que si c'est venu comme ça, c'est parce que j'avais cette pratique déjà auparavant. Je pense que ça peut venir aussi tout à fait naturellement. Il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui m'ont raconté comment la sagesse leur tombe dessus dans un moment, un ami, après un grave accident. Après vraiment un grave accident, il a eu un moment un moment lumineux, un moment où il a lâché, un moment de bonheur énorme, et de voir clairement que là, ça allait être dur de s'en remettre, mais il allait faire tout ce qu'il faut, aucun ressentiment, il était en droit, en voiture, tout ça. Et ça a duré longtemps en fait, pour lui. Il est vraiment un moment d'une conscience et de percevoir quelque chose d'autre, de quelque chose qu'on cherche en méditation pendant longtemps, lui, alors qu'il n'avait aucune pratique spirituelle. Peut-être jamais entendu le mot. Voilà, ça peut. Mais le fait d'avoir une pratique prédispose l'esprit à s'en saisir quand c'est nécessaire. Et un autre exemple que j'ai qui m'a fait comprendre ça, c'est une amie qui fait de la méditation depuis longtemps, et notamment des pratiques de bienveillance, et qui fait des actions avec Extinction Rebellion, XR. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des activistes pour le climat, qui sont très actifs en Angleterre et dans plein de pays dans le monde, y compris en France. Ils font des actions, c'est super. Et c'est très engagé, non violent, mais très très engagé. Et là, ils avaient fait une action dans un supermarché, où ils avaient fait un sitting ou quelque chose comme ça pour bloquer le supermarché. Et les CRS sont venus, et en fait elle m'expliquait qu'en fait ils ont une technique, les CRS, c'est qu'ils isolent les gens de la manifestation du restant du public, des caméramans et tout ça. Ils font un cordon, et puis après ça, ce qui se passe à l'intérieur du cordon, c'est assez terrible, c'est très violent. Et elle était là à l'intérieur du cordon, c'était grand, hein, ils étaient beaucoup, hein. Et elles étaient deux, elles se sont assises pour faire de la méditation pendant toute cette violence, les yeux ouverts. Et elle disait que d'abord c'était hyper effrayant, cette violence, et puis après ça a commencé comme si ça l'apprenait, cette compassion, et sans discernement entre ceux qui tapaient et ceux qui étaient tapés, une compassion vraiment presque qui englobait toute la situation. Et c'était là, elle avait les larmes qui coulaient, et il y avait quelque chose de fort et presque de beau pour elle dans ce moment. Et pas du tout agréable, parce que la situation, le terme ne colle pas du tout à la situation, mais il y avait quelque chose qui, psychologiquement, la tenait aussi. Et puis à un moment, il y a un gendarme qui est venu gentiment, qui lui a dit: madame, il faudrait partir maintenant. Et puis, voilà, ça s'est arrêté comme ça. Mais ce qui m'a étonné dans son retour, elle m'en a parlé rapidement après, ce qui m'a étonné dans son retour, c'est comment c'est venu tout seul. Comment là, c'était plus une pratique. C'était plus quelque chose qu'elle a appliqué pour transformer le moment.
C'est quelque chose qui est venu tout seul parce que ça avait été quelque part déjà implanté en elle. Et c'est aussi quelque chose, par exemple, quand on a des moments où on va, par exemple, se juger durement, hein, il y a des moments où on peut vraiment ne pas être sympa avec nous. Et certains plus que d'autres, de nouveau, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais tout le monde connaît ça, cette espèce de critique dure avec nous-mêmes. Et ben, si on a habitué notre esprit à cette douceur et à cette bienveillance, ça peut se réveiller à ce moment-là. Et du coup, venir adoucer cette autoflagellation qui se passe parfois de l'intérieur. Et justement amener... transformer ça en souhait et en relation d'amour avec soi-même plutôt que cette relation dure et jugeante et cassante. En méditation, dans la pratique de la méditation, quand on médite souvent, surtout je pense au début, on rencontre un peu nos fantômes, on dit parfois. Parce qu'on se pose et qu'on fait de l'espace, on laisse de l'espace. Faire de l'espace, c'est un peu bizarre, mais on va dire qu'on laisse de l'espace. Souvent, ce qui remonte, c'est des choses qui n'avaient pas la place avant. Parfois, même les choses qu'on essayait de fuir en s'agitant et en laissant pas de place, pour une fois qu'il y a enfin de la place, parfois des vieilles casseroles qui datent d'il y a longtemps, eh ben, elles remontent. Et on est là en méditation, on croyait qu'on venait à une retraite pour être paisible et trouver la paix de l'esprit. Et en fait, il y a une vieille histoire de quand on était jeune qui remonte et qui vient nous obnubiler quelque part. Et à ce moment-là, ou des choses qu'on a faites, ou des choses comme ça, ouais, et à ce moment-là, il peut y avoir aussi beaucoup de critiques intérieures qui va être là. Des choses qu'on a faites, des choses qu'on n'arrive pas à accepter. On va voir aussi dans notre esprit, on va voir des choses et entendre des choses qui se disent où on ne s'aime pas. On a des pensées qu'on n'oserait jamais dire à personne qu'on pense ce genre de choses. Et on les voit là. Et ça fait... oh là 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 là, c'est dur à accepter parfois ce qu'on voit de nous. Et si là, on n'a pas suffisamment de compassion et de douceur pour accueillir ça, c'est pas agréable en fait. On n'a même pas envie de continuer la méditation. Hein. Si c'est pour revoir ça encore et du coup se mettre dans une position où on se juge durement à cause de ce qu'on voit, ça donne pas l'envie de continuer longtemps. Et donc en fait, on va avoir besoin de cette bienveillance et de cette douceur vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir aller vraiment en profondeur dans nous-mêmes. Pour pouvoir passer ces étapes où on se juge. Il y a des moments où certaines personnes, par exemple en méditation, qui dès qu'il y a des pensées et qu'elles sont parties dans les pensées, oh non c'est pas vrai, mais quand même j'y arriverai jamais, je suis une bille, les autres ils y arrivaient pas moi. Enfin il peut y avoir tout ça. Et tout ça, ça fait un volume de pensée et un état intérieur pas très sympathique qui donne pas envie d'y revenir à la méditation. Hein, donc la pratique de la bienveillance va nous permettre d'ouvrir l'espace de douceur nécessaire pour pouvoir plonger en profondeur. Il y a une évolution aussi dans cette pratique, comme dans la pratique de sagesse, pratique de connaissance de soi. Il y a une évolution là, ce qui est présenté ici, c'est un peu la porte d'entrée, et puis c'est porte d'entrée, mais on reste toujours à la porte d'entrée. On fera toujours cette pratique. Mais après, il y a aussi, on peut aussi avoir de la bienveillance et générer de la bienveillance vis-à-vis des phénomènes, ce que les bouddhistes appellent les phénomènes, les choses. Ce qu'on appelle les choses, nous, on appelle ça les phénomènes, parce que dans le bouddhisme, on considère que tout ce qui est perçu, en fait, c'est quelque chose qui se produit. C'est pas une chose en soi. C'est une relation entre ce qu'on appelle la chose et la perception de cette chose. C'est un phénomène. Et donc, en pratique, ça veut dire que dans notre pratique de méditation, par exemple, si le ventre, mettons on est en méditation et puis le ventre gargouille, on n'est pas forcément en méditation de compassion, mais voilà, hein, et puis c'est le ventre qui gargouille, on peut du coup sentir les intestins et souhaiter aux intestins d'aller bien,
d'être en bonne santé, les remercier. Il y a beaucoup plus de gratitude aussi là. Remercier les intestins, leur souhaiter d'être en bonne santé pour toute leur vie. Et puis après ça, si on sent la respiration, sentir sa respiration. Et de nouveau, ce côté remerciant, la respiration qui est toujours là. Et puis lui souhaiter d'être en bonne santé. Et ça peut être une pensée. Et puis du coup, il y a des pensées. Et puis souhaiter à la pensée ou à l'esprit, souhaiter à l'esprit d'avoir des belles pensées, qu'elles soient saines, que l'esprit fonctionne correctement et sainement jusqu'à la fin de nos jours. Hein, c'est des pratiques de méta vis-à-vis des phénomènes. Ça peut même être, ça vient, après ça peut être vis-à-vis de sa voiture. Imaginez, votre voiture s'arrête, elle est en panne, ça y est, c'est fini, c'est sa fin. On peut ressentir quelque chose là, lui dire merci, c'était bien d'avoir eu tout ce temps ensemble, merci pour tes services. Voilà, c'est une relation. Ça commence à amener beaucoup plus d'imaginaire en fait dans la relation. Mais toutes nos relations contiennent de l'imaginaire. Toutes nos relations. La manière dont on relationne les uns avec les autres, il y a de la projection, il y a de l'imaginaire. Et on peut amener cet imaginaire, un bol qu'on aime bien qui vient de se casser. On sent quelque chose. On sent quelque chose, on peut remercier ce bol pour avoir été là. Donc il y a tout ça en fait, il y a tous les phénomènes en fait, on inclut les phénomènes dans notre compassion. Et après, dans la tradition, ce qui se dit de cette évolution, c'est qu'à un moment, la compassion devient un état d'esprit et du coup, c'est plus quelque chose qui est dirigé vers quelqu'un ou vers un phénomène. C'est juste un esprit plein de compassion. Donc, c'est-à-dire qu'on ressent de la bienveillance d'une façon continue et non plus en lien avec une personne ou une situation. Et ça m'avait frappé j'avais vu une interview de Matthieu Ricard, qui est notre célèbre moine bouddhiste, qui a été aussi probablement le cerveau le plus scanné au monde. Et donc, lui, il a une grande pratique de compassion. Donc, le genre de pratique qu'on vient de décrire ici, c'est quelque chose, il en a fait, je crois, ils ont plus de 10 000 heures. Ils ont des compteurs. Donc, et il a participé à une expérience, une de ces expériences sur l'empathie et la bienveillance, et où le cerveau était scanné. Et donc c'était une expérience où il y avait plein de gens qui y allaient, on leur racontait à chacun la même histoire, une histoire dans laquelle il y avait quelque chose de triste à un moment, et on enregistrait la réponse du cerveau, et les différentes zones et tout ça. Et donc dans cette émission, en fait, on parlait de ça, et on montrait les différents scans, et en fait c'est un graphique, et on voit les gens, le niveau d'empathie, de compassion, et on voit, et puis au moment où ils entendent l'histoire, hop, ça monte, et puis c'est différent pour chacun. Là, il y a des gens qui vont ressentir plus, qui vont plus souffrir avec, et d'autres qui vont ressentir moins. Hein? Et lui, en fait, son scan à Matthieu Ricard, avant qu'on commence l'histoire, il était déjà pratiquement au-dessus du graphique, le scan. Son esprit, la partie de son cerveau qui est responsable de l'empathie et la partie qui est responsable de la bienveillance était active avant même qu'elle soit sollicitée. Ce n'est plus en lien avec une personne ou un phénomène. Et ben, on peut le sentir, ça, je pense, si vraiment cette pratique qu'on vient de faire, là, et que certains d'entre vous connaissent bien, si on s'imagine tous les jours s'asseoir et prendre le temps de penser à des gens qu'on aime et leur souhaiter d'être heureux, de souhaiter d'être en bonne santé, penser à des gens avec qui on a des difficultés, penser à la planète, Si on imagine faire ça, vous l'imaginez là, faire ça pendant 10 ans. Bien sûr que ça change quelque chose. Bien sûr que c'est présent à l'esprit. Bien sûr que cette bienveillance, elle grandit. Comment est-ce qu'il en serait autrement ? Intuitivement, on le sait. On le sait que c'est ça qui va se passer. Cette pratique de méditation, souvent, elle se mélange, elle s'incorpore à notre pratique de silence ou de présence ou d'exploration. Pour ma part, il y a des gens qui commencent... Parce que souvent, c'est plus court. On peut faire des pratiques de compassion de 45 minutes, 1 heure ou plus. Mais souvent, on fait 10 minutes. Et puis après ça, on passe à autre chose. Il y a des gens qui le font à la fin.
Parce qu'il y a les deux théories. Il y en a une qui, à la fin, on est plus attentif, plus posé, et c'est plus facile la visualisation. Et moi, je préfère le faire au début parce que je trouve que il y a plusieurs avantages. Un avantage, déjà, ça m'arrive souvent quand je médite, si je ne fais pas comme ça, j'arrive, je m'installe pour la méditation le matin. Hein, j'ai déjà fait la petite tisane, j'ai un petit peu lu, j'ai fait quelques exercices et tout, et puis je m'installe. J'ai déjà eu pas mal de pensées qui viennent aussi à propos de la journée et tout ça, que je laisse de côté mais qui reviennent, et que je laisse de côté mais qui reviennent. Et du coup, là, je m'installe, et ça m'arrive parfois, après 10 minutes, j'ai pas encore commencé. Je suis dans la position et tout, de l'extérieur, quelqu'un croirait que je médite. Mais en fait, j'ai même pas encore réalisé que je commençais ma pratique. Et bien ça, quand on commence par la compassion, c'est pas possible. Parce que c'est tellement engageant, parce que c'est du boulot. C'est une des autres raisons pour lesquelles je n'ai pas commencé cette pratique, je l'ai commencé sur le tard, c'est parce que je trouvais que c'était trop de travail. Et il y avait quelque chose, moi, qui aimait bien cet espace de silence et dans lequel je me pose et tout, il n'y a rien à faire et tout, c'est vraiment agréable. Tandis que là, il faut penser à un tel, puis à un tel, et puis qui maintenant, et puis comment, ah ouais, suivant, où est-ce que j'en étais, on recommence là. C'est super, il y a beaucoup d'activités. On se sent dans le faire. Hein, et du coup, voilà, mais par contre, si on fait ça, ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de présence. Et après, quand on arrête, eh ben, on a fait la transition entre le quotidien et la méditation. On est déjà bien présent. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est vraiment une belle raison, à mon sens, pour commencer avec la pratique de la compassion. Et la deuxième belle raison, c'est que on amène du cœur dans notre méditation. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ah, alors c'était peut-être pas évident pour tous, hein, parce qu'il y en a peut-être pour qui voilà, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, on n'a rien senti, ou voilà, c'est long ces processus-là, mais peut-être certains d'entre vous l'ont remarqué que le temps de silence qui suit après, il y a quelque chose d'ouvert, il y a quelque chose de chaleureux dans la méditation, parce qu'on a commencé avec une pratique du cœur. Du coup, ça a amené une petite teinte dans la méditation qui est extrêmement fructueuse pour aller en profondeur et dans l'exploration. Parfois même la pratique de méta, donc cette pratique, va amener, comme tu le disais Liliane, des compréhensions à un certain moment, des compréhensions profondes même. On va aller dans des espaces de nous-mêmes où on ressent de l'amour, où ce qu'on appelle l'ego, où la sensation je est peu présente finalement. Hein, où il y a beaucoup moins de pensées à propos de nous-mêmes, où il y a beaucoup moins de personnalité, il y a beaucoup moins de passé, beaucoup moins de futur. Les pensées qui sont là sont des pensées de bienveillance vis-à-vis d'autres plutôt que des soucis de moi-même. Et dans cet espace, dans lequel d'ailleurs on peut sentir de l'espace, viennent des compréhensions parfois, des petites pépites, quelque chose qui a du sens. Vraiment, on comprend là, on sent qu'on touche, et ça peut être dans le domaine du psychologique, de la relation à quelqu'un, ou de quelque chose comme ça, ou ça peut être dans le domaine des profondeurs de notre être, où on comprend quelque chose à propos de nous-mêmes, ou à propos de nous-mêmes, mais ce serait pareil pour n'importe qui d'autre, c'est en profondeur dans ce que c'est que d'être humain. Et à ce moment-là, ça aussi informe notre pratique de méditation. On va démarrer de là, on va démarrer avec une compréhension qui nous amène déjà à un certain niveau de profondeur. Il est dans certaines traditions du bouddhisme, il va y avoir ce qu'on appelle le chemin du bodhisattva, où c'est des pratiquants qui vont dédier toute leur vie pour le bien-être de tous les êtres vivants. C'est-à-dire que c'est même pas toute leur vie, c'est toute leur vie au pluriel en fait. Donc ils posent un vœu et ils émettent le souhait qu'ils vont continuer à se réincarner. Alors pour nous, c'est pas forcément dans notre culture, mais il faut se mettre à la place de ce que ça veut dire pour eux dans leur culture. Le but de la pratique de la méditation et du chemin bouddhisme est de sortir du cercle des réincarnations, de ne plus se réincarner,
de ne plus venir prendre encore sur cette terre. Okay. Laissons-le comme ça. Eh bien, eux, ils disent, ok, ça c'est le but, mais moi je promets que je veux revenir tant qu'il y a un être qui souffre. Donc ils se foutent dedans, quoi. Parce qu'ils savent qu'il y a un être qui souffre, et tant qu'il y en a un, je reviens. Et en faisant ça, c'est magnifique en fait. C'est magnifique parce que c'est d'une générosité. Vous voyez, ça c'est plus... On est loin du développement personnel. Ouais, on est loin de prendre soin de soi avec telle pratique et telle pratique. Ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment un don de soi à la vie, un don de soi à l'amour lui-même. Voilà, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'amour vive. C'est une autre manière de dire ça. Et imaginez maintenant quand on prend un vœu comme ça. Imaginez ce qui arrive à notre pratique. Elle est démultipliée. Parce qu'on ne pratique pas juste pour nous-mêmes. Si on pratique la méditation juste pour nous-mêmes et pour notre petite salvation, il reste un truc qui nous enferme encore. On est à un moment ou à un autre obligé, si on veut avoir de la dimensionnalité, on est obligé d'inclure les autres, d'inclure le cœur, d'inclure l'amour. Pas juste l'amour de moi et pour ma libération. Et pour mon moins de stress, ou pour mon bonheur. Donc il y a tout ça dans la pratique de la compassion. Il y a tout ça. Il y a toute cette dimension qui peut être complètement ignorée si on pratique, revenir au moment présent, revenir au silence, diminuer le niveau de stress, être plus conscient. C'est trop plat. C'est trop plat. On va pas tenir, on va pas tenir la longueur, on va pas faire 30 ans comme ça, de pratique comme ça, à revenir au silence et à la respiration et à l'observation. L'objectif manque d'âme. Et donc, la pratique et ces réflexions et ces pratiques autour du cœur vont insuffler nos aspirations et notre élan. Et ça va se ressentir dans chaque moment où on s'assoit. Imaginez de nouveau, pour revenir à ce vœu du Bodhisattva, c'était beau parce qu'on l'a vu, Corinne, quand on était en Inde, le Dalai Lama, c'était le vœu du Bodhisattva qui récitait avec les moines coréens. Et imaginez ce que c'est pour ces gens de s'investir, de dire voilà, et c'est pas un truc on fait ok je dédie, on essaye de se dédier et c'est un commitment, on s'engage et on s'engage à essayer de plus en plus de prendre soin de la vie. Et quand vraiment on sent cet engagement grandir, on acquiert de l'élan dans notre pratique, de la profondeur dans notre pratique, et peu à peu, on se sent en sécurité. On se sent en sécurité parce que ce qu'on fait a du sens. Et quand ce qu'on fait a du sens, en fait, on a beaucoup moins peur. On dit que le Bouddha, la première fois qu'il a guidé une méditation de compassion, c'était à des moines qui allaient devoir rester la nuit dans la forêt et qui avaient peur. Parce qu'il a amené de l'amour en eux, parce que quand on aime vraiment, on n'a plus peur. Et c'était ça son intention. Et pour nous, on peut sentir ça, et on peut vraiment le sentir. Je ne suis pas en train de jouer sur les mots, je veux dire, moi, dans ma petite pratique, et vraiment, c'est léger par rapport à ces moines qui ont dédié des dizaines de milliers d'heures, mais je sens comment cette pratique donne du sens, et comment ce sens me fait me sentir en sécurité. Et comment je pense que c'est la perte de sens qui nous fait, qui fait qu'on cherche des solutions partout pour être bien. Et là, on retrouve du sens, parce que dans le fait d'aimer ou d'être au service de la vie, il y a du sens. C'est le sens. Et parfois, je me pose la question, je me dis quand j'ai des décisions à prendre, des décisions importantes et que je ne sais pas trop, je me dis,
est-ce que tu es au service de toi-même ou est-ce que tu es au service de la vie quand tu prends cette décision? Pour qui est-ce que tu travailles? Je me demande ça. Et ça m'aide. Ça me guide. C'est, ah oui, parfois c'est plus clair. Ah oui, c'était, j'allais faire cette action-là pour mon petit ego. Hein? Et du coup, ben voilà, ça remet en perspective. Alors qu'il y a des choses que je peux faire où vraiment, c'est plus venir soutenir la vie pour que ce qui doit être devienne. Un exemple de ça, parce que je sens bien que c'était un peu confus. Un exemple que j'ai pris plusieurs fois, c'est parce que c'était un très beau moment, c'était en Inde. Je vais le faire bref parce que certains d'entre vous connaissent déjà cette histoire, mais où j'étais en Inde et je vivais un très beau moment, en fait, assis sur un rocher avec un très très beau paysage. J'avais l'esprit très très calme. Et il y avait des singes qui se battaient, c'était au port du désert, il y avait quelques arbres, une espèce de petite oasis. Et voilà, j'avais un moment très calme, et puis est arrivé une Jeep avec plein d'étudiants dessus, la musique à fond. Et puis ils se sont garés juste, il y avait un chai shop, dans l'endroit, ils se sont garés dans le chai shop, et donc un endroit où on peut boire du thé. Et puis ils ont commencé à se diluer dans les rochers, tous en uniforme bleu, comme ils sont en Inde, les étudiants. Et là, c'était plus pareil déjà pour moi. Là, c'était pourvu qu'ils ne me voient pas. J'étais tellement au calme, tellement bien. J'aurais tellement aimé que ça dure, ce moment. Et puis, il y en a un qui m'a vu, il a fait là. Et puis, ils sont tous venus, parce qu'ils sont très... ils n'ont pas du tout peur du contact. Hein. Et donc, ils sont tous venus, hello sir, hello sir. Et puis, alors là, dedans, je les voyais arriver, je sentais quelque chose qui se tend. Et puis à un moment, il y a eu cette pensée qui est venue. Et c'est la vie qui te rend visite, pourquoi pas l'accueillir? Et là, ok, il y avait quelque chose qui avait changé dans ma perspective. Au lieu d'être moi là avec mon petit bonheur et mon moment privilégié, eh ben, je me mettais au service de la vie qui venait rencontrer la vie, parce que j'étais la vie aussi, dans mon histoire. Et du coup, les jeunes sont arrivés et c'était un moment super. Je suis resté très calme, je suis resté comme ça. Ils m'ont posé les 10 premières questions qu'on entend toujours en Inde quand on rencontre quelqu'un. D'abord le nom, puis le nom de ton père, et puis combien tu gagnes, et puis est-ce que l'Inde c'est beau, et tout ça. Et donc, j'étais très... Après, ils ont fait des selfies et tout ça. Puis ils étaient très contents, et puis ils sont repartis. Et puis à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui n'a pas bougé du coup. L'atmosphère a complètement changé, et en même temps, il y a quelque chose qui est resté ouvert. Et ça, c'est de cette attention, plutôt que d'être au service de moi-même, d'être au service de la vie, de ce qu'elle me présente, de l'accepter, de l'accueillir. Ça vient aussi de la pratique de compassion, de la pratique de douceur, qui amène une forme d'acceptation. Une capacité d'acceptation. Tout ça est là-dedans. J'essaye pas de le faire carré et bien emballé parce que c'est pas possible. Mais juste de sentir et que chacun trouve ses chemins là-dedans. Et ça, juste pour clôturer ce deuxième discours, cette manière de voir qui est venue quand ces jeunes sont arrivés, il y avait une manière de voir qui était là. Oh non, j'ai pas envie de ce moment, j'étais si bien, je voudrais privilégier encore un petit peu la beauté de ce que j'étais en train de vivre. Ça, c'était une manière de voir. Et la manière de voir a changé et s'est ouverte à la vie vient te rendre visite, pourquoi pas l'accueillir. Et en fait, c'est bizarre parce qu'on peut remarquer que c'est le narratif de ce qui est en train de se passer qui change. Le narratif a changé, du coup, ma sensation a changé, mon ouverture a changé, ça a tout changé. Et c'est ça, pour moi, que le Bouddha pointe du doigt en disant la compréhension juste. C'est la compréhension qui ne crée pas de souffrance. J'avais une compréhension, c'est-à-dire une manière de voir cette situation qui créait de la souffrance pour moi et qui allait en créer un peu pour eux quand même, parce que ça allait pas être super non plus, la rencontre, j'allais être assez fermé en fait. Et du coup, cette manière de voir qui allait créer de la souffrance a été remplacée par une manière de voir juste parce qu'elle ne crée plus de souffrance. Merci pour votre écoute.